Il fut un temps si lointain que nul ne peut en témoigner de nos jours, où le monde d'alors n'était pas soumis aux mêmes forces que celles qui ne cessent de nous tourmenter. Les lois de la physique ne répondaient pas aux mêmes règles. Ainsi les eaux ne coulaient pas sous les ponts qui d'ailleurs n'existaient pas. Seuls les mages, les fées, les sorcières, les lutins, les korrigans et les elfes vivaient alors au bord de nos rivières nourricières. Nous sommes en un lieu que l'on nommera par la suite le Val d'Or. Les humains, pour y commémorer ce que je vais vous conter, y bâtirent ensuite la basilique de Fleury. Des forces mystérieuses y célèbrent le mariage de la lumière et des eaux. En cette époque reculée, bien au-delà des humains, nul mouvement dans les eaux comme dans le ciel. Un paysage figé, une immobilité parfaite de carte postale. Merlin ne pouvait plus supporter ce qu'il prenait pour une absence de vie, une image factice. D'autres prétendaient vivre au paradis. C'est sans doute parce qu'on y manquait de rien. Mais la vie suppose des envies et des frustrations, des désirs et des refus. Il fallait mettre un peu de mouvement dans ce décor figé. Merlin eut alors géniale intuition. Rien ne bougeait en cet Éden magnifique, car les choses n'étaient pas nommées. Il prit alors sa baguette magique et d'un geste solennel entreprit de donner un nom à tout ce qu'il voyait. Chaque partie du décor ainsi désignée se mettait à se mouvoir au gré du vent et des eaux. Car en bon ligérien qu'il était, c'est la Loire que Merlin baptisa en premier. De ce jour mémorable d'entre tous, des noms désignent toutes les plantes, les animaux et les idées qui venaient à notre mage en regardant son œuvre. Arbres, fleurs, insectes, poissons, nuages, paysages, chacun avait son appellation et tout semblait prendre de la vie. Pourtant, bien vite, Merlin comprit qu'il manquait encore un élément, qu'il y avait mouvement et variété dans ce décor en évolution, mais qu'il semblait lui manquer un peu de fantaisie, un souffle de volupté. Rien de nouveau n'apparaissait. Après quelque temps, quand il eut fini de constituer son lexique initial, il ne se passait plus rien de neuf et de surprenant. Merlin réfléchit longuement. Il fallait apporter un petit brin de folie, un désir qui venait du plus profond de chaque chose. C'est une petite fée friponne qui lui souffla dans le cou ce frisson qui le mit dans le droit chemin.
Il créa alors des petits mots qui, placés devant les noms, leur donnaient un genre et un nombre. Voilà une idée fort singulière et si déterminante. Il y avait des mâles et des femelles, des garçons et des filles, du désir et des attirances. La vie pouvait prendre un tout autre essor, avant que bien plus tard, de terribles sorciers décidèrent à nouveau d'abolir les gens. Une fois encore, après une longue période d'euphorie et de volupté, Merlin comprit que sa création manquait encore de vérité. Si les mouvements et les amours étaient désormais partie intégrante du décor, il lui semblait que rien ne changeait, que tout restait en l'état. Il manquait des différences, des variations, des débuts et une fin. Mais comment s'y prendre ? C'est en observant la Loire, qui n'est jamais tout à fait pareille, tout à fait la même, qu'il se dit qu'un mot devait se parer de 1001 facettes. Son monde avait besoin de nuances, de couleurs et de caractères. Il créa, pour notre plus grand bonheur, l'immense troupe des adjectifs. Il y avait des plus jeunes, des plus vieux, des moins gros, des plus grands, des lestes et des balourds, des gentils et des méchants. La vie était désormais pleine de surprises, comme de déceptions. Encore une fois, Merlin n'était pas pleinement heureux de son œuvre. Si de ses yeux il assistait à un merveilleux spectacle, il ne parvenait pas à trouver tous ces mots. Il lui fallait une autre catégorie de termes pour décrire le mouvement. Contrairement à ce que prétend la Bible, c'est Merlin qui inventa le verbe, bien après avoir donné un nom à chaque chose de la création. Il pouvait désormais jouir du spectacle qu'il avait créé tout en ayant le bonheur de pouvoir le traduire en mots et en phrases pour en faire part à tous ceux qui avaient des oreilles pour l'écouter, un imaginaire pour voir à travers les mots. Les eaux roulaient, grondaient, s'endormaient, se réveillaient, brillaient, le vent soufflait, tombait, tempêtait. Le soleil pouvait enfin se lever ou se coucher, et le ciel s'empourprait. La vie était devenue cette merveille pour laquelle la Loire constitue un écrin. Était fier de ce qu'il avait accompli. Il prit grand plaisir à se raconter des histoires, à inventer des aventures merveilleuses qu'il transmettait à tous ceux qui ouvrent leur cœur à la parole. Il s'arrêta pourtant au milieu du gué. Il lui fallut encore inventer les adverbes et les prépositions, les pronoms et les conjonctions, mais c'était là sans doute forme trop complexe pour nos contemporains qui se plaisent à réduire à presque rien le formidable héritage de ce merveilleux mage.